Vous écoutez, Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois jusqu'à nos jours, un livre écrit par Lavallée et lu par la voix modélisée de Nicolas Charbonneau. Livre 2. Paris, pendant la Révolution. L'origine de Paris est inconnue. Un siècle avant la naissance de Jésus-Christ, ce n'était encore qu'un misérable amas de huttes de paille, enfermé dans une petite île, qui avait, dit Sauval, la forme d'un navire enfoncé dans la vase et échoué au fil de l'eau. La Seine servait de défense à cette bourgade, qui était unie à deux rives par quelques troncs d'arbres formant deux ponts grossiers. Les Gaulois la nommaient Lutuésie, c'est-à-dire habitation au milieu des eaux, Lucotessia, suivant Ptolémée, Letéchia, suivant Julien. C'était le chef-lieu du petit canton des Parisiens, peuple de bateliers et de pêcheurs, qui, dans les grandes circonstances, pouvaient mettre sur pied 8-0-0-0 hommes armés, et de qui la ville a pris le vaisseau qui figure dans ses armoiries. Il fallut que César vînt faire la conquête de la Gaule pour que l'existence de la pauvre Lutèce et le nom des Parisiens fussent révélés au monde. En l'an 53 avant Jésus-Christ, il convoqua, raconte-t-il lui-même, l'assemblée des Gaulois à Lutèce, ville des Parisiens. Et voilà les premiers mots que l'histoire prononce sur la métropole de la civilisation. De sorte que par une fortune singulière, l'acte de naissance de la cité qui semble avoir l'initiative des grands mouvements de l'humanité nous est fourni par le génie qui ferme les temps anciens et ouvre les temps modernes. Alors, ces bords de la Seine, où s'entassent aujourd'hui tant de palais, où gronde tant de bruit, où fourmille une population si ardente, étaient couverts de longs marécages, de tristes bruyères, d'épaisses forêts qui allaient couronner les hauteurs voisines, immenses solitudes coupées à peine par quelques cultures, habitées à peine par quelques centaines de sauvages. Ces sauvages sûrs, pourtant, défendre héroïquement leur patrie contre l'invasion romaine. Dans la grande insurrection dont Vercingétorix fut le chef, les Parisiens prirent les armes, et ils essayèrent bravement de barrer le chemin à un lieutenant de César, qui, avec 4 légions, cherchait à rejoindre son général. À son approche, ils brûlèrent leur ville et ses ponts, et, aidés de leurs voisins, ils se retranchèrent dans les marais fangeux que formait la Bièvre. Mais les Romains tournèrent le camp parisien en passant la Seine devant les hauteurs de Nimio, Chaillot. Et alors s'engagea dans la plaine, dite aujourd'hui de Grenelle, un combat où les Gaulois furent vaincus et dans lequel les soldats de Lutèce périrent presque tous. C'est la première bataille de Paris. On sait quelle a été la dernière. Entre ces deux défaites, que de fortunes diverses avaient couru la puissante Rome et l'humble Lutèce. Dans la première, un Romain conquérait la Gaule pour s'en faire un marchepied au suprême pouvoir, à l'empire du monde. Dans la deuxième, le César de l'histoire moderne perdait avec la Gaule, à qui il avait donné une grandeur digne de la grandeur romaine, avec l'Italie, conquise à son tour par la Gaule, la fortune de cet enfant de Paris proclamé dans son berceau, roi de Rome. Pendant 400 ans, on n'entend plus parler de la petite Lutèce jusqu'à Julien l'Apostate, ce Voltaire couronné du IVe siècle, qui habita durant 2 hivers le palais des Thermes, bâti, dit-on, par Constance, et dont quelques ruines existent encore. Il y avait rassemblé quelques savants. L'un d'eux, Oribase, y rédigea un abrégé de Galien. Et voilà le premier ouvrage publié dans une ville dont les livres ont changé la face du monde. Julien aimait la cité des Parisiens, qu'il appelle sa chère Lutèce. Il vante son climat, ses eaux, même ses figuiers et ses vignobles. Il vante, par-dessus tout, ses habitants et leurs mœurs austères. Il n'adore Vénus, dit-il, que comme président au mariage. Il n'use des dons de Bacchus que parce que ce dieu est le père de la joie et qu'il contribue avec Vénus à donner de nombreux enfants. Il fuit les danses lascives, l'obscénité et l'impudence des théâtres, etc. Sous Julien, Paris eut sa première grande scène militaire. C'est là que les soldats romains, refusant d'obéir aux ordres de Constance qui les appelait en Orient, proclamèrent le jeune philosophe empereur. À minuit, raconte Ammien Marcellin, les légions se soulèvent, environnent le palais des Thermes, et, tirant leurs épées à la lueur des flambeaux, s'écrient « Julien Auguste !» Julien fait barricader les portes. Elles sont forcées. Les soldats le saisissent, le portent à son tribunal avec des cris furieux. En vain il les prie, il les conjure. Tous déclarent qu'il s'agit de l'Empire ou de la mort. Il cède. Une acclamation le salue empereur.
On l'élève sur un bouclier et on lui met le collier d'un soldat en guise de diadème. Pour trouver un second exemple d'un empereur couronné à Paris, il faut traverser 444 ans et passer de Julien à Napoléon. À cette époque, 360, Lutèce s'était embellie. Ses deux ponts, Pont au Change et Petit Pont, avaient été rétablis, fortifiés de 2 grosses tours, les 2 châtelets, et unis par une voie tortueuse, la plus ancienne de la ville, qui suivait l'emplacement des rues de la Barillerie, de la Calandre et du Marché Palu. Il y avait dans la cité, à la pointe occidentale, un palais ou forteresse dont l'origine est inconnue. À la pointe orientale, un temple ou un autel de Jupiter qui avait été élevé du temps de Tibère par les nautes ou bateliers parisiens. Sur la rive droite se trouvait un faubourg composé de villas. Sur l'emplacement du palais royal, un vaste réservoir destiné à des bains. Sur l'emplacement de la rue Vivienne et du marché Saint-Jean, 2 champs de sépulture. Sur la rive gauche, beaucoup plus peuplée et plus riche en monuments, outre le palais des Thermes qui couvrait, avec ses jardins, une partie des quartiers Saint-Jacques et Saint-Germain, il y avait 2 grandes voies bordées de constructions, de vignobles et de tombeaux. Un champ de Mars vers l'emplacement de la Sorbonne, un temple de Mercure sur le mont Locutitius, mont Sainte-Geneviève, des arènes dans le faubourg Saint-Victor, etc. De plus, Lutèce était devenue l'une des cités principales de la Gaule et la station de la flottille romaine qui gardait la Seine. D'ailleurs, elle avait pris une nouvelle existence par la conversion d'une partie de ses habitants au christianisme. Saint-Denis et ses 2 compagnons, Rustique et Éleuthère, y étaient venus, vers le milieu du IIIe siècle, prêcher l'Évangile, et ils y avaient reçu la couronne du martyr. Enfin, si l'on en croit Grégoire de Tours, il y avait sur cette ville des traditions merveilleuses. Elle était sacrée, le feu n'avait pas prise sur elle, les serpents ne pouvaient l'habiter, etc. Valentinien et Gratien firent quelques séjours à Lutèce. 3 de leurs lois, datées de 365, ont été publiées dans cette ville. Ce fut près de ses murs que ce dernier, en 383, fut trahi par ses troupes et perdit l'Empire. Maxime, qui le vainquit, fit élever à ce sujet un monument triomphal dont on a retrouvé les ruines dans l'île de la Cité. Après eux, on n'entend plus parler de Lutèce que dans les pieuses légendes de ses évêques ou de ses saints. L'une d'elles racontait que l'un des successeurs de Saint-Denis, Marcel, enfant de Paris, avait précipité dans la Seine un dragon qui répandait la terreur dans la ville. Ce dragon, c'était l'idolâtrie que le saint évêque avait détruite en jetant les idoles dans le fleuve. Une autre, pleine de grâce et de poésie, racontait qu'une bergère de Nanterre, Sainte Geneviève, avait 2 fois sauvé la ville. La première en lui amenant, dans un temps de famine, 12 bateaux de blé tirés de la Champagne. La seconde en détournant de ses murs par ses prières le dévastateur Attila. 2. Paris sous les rois de la première race. Les Francs envahissent la Gaule. Avec eux, la fortune de Lutèce, qui prend le nom de Paris, commence à changer, et l'une des plus humbles cités du monde romain tend à devenir la capitale d'un grand empire. Childéric en fit la conquête. Clovis y fixa sa résidence. La plupart de ses successeurs l'imitèrent et séjournèrent dans le palais. Alors, la ville fut enceinte d'une muraille, dont on a retrouvé les restes en plusieurs endroits de la cité, et elle se peupla de nouvelles églises qui n'existent plus. Saint-Christophe, Saint-Jean-le-Rond, Saint-Denis-du-Pas, Saint-Germain-le-Vieux, Saint-Denis de la Chartre, etc. Elle continua aussi à s'étendre sur les 2 rives de la Seine et jeta sur les hauteurs ou dans les plaines voisines de grandes basiliques ou d'humbles chapelles qui devaient engendrer les rues, les quartiers, les faubourgs modernes. C'étaient des jalons marqués à son ambition et qu'elle devait dépasser. Ainsi furent bâtis sur la rive gauche les abbayes Sainte-Geneviève et Saint-Germain-des-Prés, les chapelles Saint-Julien, Saint-Séverin, Saint-Étienne-des-Gresses, Saint-Marcel. Sur la rive droite, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, l'abbaye Saint-Martin-des-Champs, les chapelles Saint-Gervais, Saint-Paul, Sainte-Opportune, etc. Tous ces édifices, la plupart fort petits, construits en bois, couverts de chaumes ou de branches d'arbres, donnaient alors au bassin de Paris bordé de hauteurs toutes boisées, remplies de massifs de vieux chênes, traversés à peine par quelques sentiers, l'aspect le plus pittoresque. Paris joua un grand rôle sous les rois de la première race,
C'était la capitale d'un des 4 royaumes de la Gaule franque. Les Francs saliens ou neustriens la regardaient comme le chef-lieu de leur domination, et elle excitait la convoitise et la haine des Francs ripuaires ou austrasiens. Aussi, en 574, Sigebert, roi de Metz, dans la guerre qu'il fit à son frère Chilpéric, roi de Soissons, brûla Paris. Cette ville n'eut pas moins à souffrir de la tyrannie des rois barbares qui y faisaient leur résidence. Ainsi, lorsque Chilpéric maria l'une de ses filles à un roi des Wisigoths, il voulut lui faire un grand cortège pour l'envoyer en Espagne, 584. Alors, il ordonna de prendre dans les maisons de Paris beaucoup de familles et de les mettre dans des chariots, sous bonne garde. Plusieurs, craignant d'être arrachés à leur famille, s'étranglèrent. D'autres personnes de grande naissance firent leur testament, demandant qu'il fût ouvert, comme si elles étaient mortes, dès que la fille du roi entrerait en Espagne. Enfin, la désolation fut si grande dans Paris qu'elle fut comparée à celle de l'Égypte. Le clergé imposait seul un frein aux passions brutales, aux volontés tyranniques des rois francs. Les évêques de Paris ne manquèrent pas à cette tâche, et presque tous firent les plus grands efforts pour soulager leurs troupeaux. Ainsi, Saint-Germain arrêta les débordements et les crimes du roi Caribert. Saint-Landry vendit tous ses biens, et jusqu'aux vases sacrés de son église, pour nourrir les pauvres pendant une famine. Lorsque les rois francs tombèrent sous la domination des maires du palais, ils habitèrent les grands manoirs des bords de l'Oise et cessèrent de séjourner à Paris. Cependant, ils y venaient quelquefois pour s'asseoir sur le trône, dit Éginard, et faire les monarques. Mais dans ces temps rustiques, leurs entrées n'étaient pas celles de Louis XIV ou de Napoléon. Ils étaient montés, dit le même historien, sur un chariot traîné par des bœufs, qu'un bouvier conduisait. 3. Paris, sous les rois de la deuxième race. Siège de Paris par les Normands. La ville ne s'agrandit pas sous Charlemagne et ses successeurs. Ces rois, de race germanique, n'y résidèrent point et ne la traversèrent que rarement. Aussi, son histoire, à cette époque, est-elle entièrement nulle. Cependant, elle garde sa renommée, et si un écrivain la nomme la plus petite des cités de la Gaule, un autre l'appelle le trésor des rois et le grand marché des peuples. Elle est célèbre par ses fabriques d'armes et d'étoffes de laine, par ses orfèvres qui se glorifient d'avoir eu dans leur corporation saints et lois, enfin, par son école de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui a laissé son nom à une place de la ville. Quant à son gouvernement, c'était celui que Charlemagne avait donné à toutes les parties de son empire, c'est-à-dire que Paris était administré par un comte chargé de lever des troupes, de rendre la justice, de percevoir les impôts, et qui avait pour assesseurs des scabini ou échevins. Le premier comte de Paris se nommait Étienne. Les capitulaires lui furent signifiés, dit un contemporain, pour qu'il les fît publier dans une assemblée publique et en présence des échevins. L'assemblée déclara qu'elle voulait toujours conserver ces capitulaires, et tous les échevins, les évêques, les abbés, les comtes, les signèrent de leurs propres mains. Et voilà la première assemblée nationale qui ait voté dans Paris une première constitution. La ville était encore réduite à son île et aux chétifs faubourgs de ses deux rives. Elle avait même laissé ruiner ses murailles et ses tours quand les hommes du Nord vinrent, pendant près d'un demi-siècle, la mettre à de rudes épreuves. En 841 eut lieu leur première incursion. Les habitants s'enfuirent avec leurs richesses. La ville fut pillée. Charles le Chauve accourut et acheta le départ des barbares. En 856 eut lieu la deuxième incursion. Les Danois, disent les annales de Saint-Bertin, envahissent la Lutèce des Parisiens et brûlent la basilique du bienheureux Pierre et celle de Sainte-Geneviève. D'autres basiliques, telles que celle de Saint-Étienne, Notre-Dame, Saint-Vincent et Saint-Germain, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Denis, Saint-Denis de la Chartre, se rachetèrent de l'incendie à prix d'or. Les marchands transportèrent leurs richesses sur des bateaux pour s'enfuir, mais les barbares prirent les bateaux et les marchands et brûlèrent leurs maisons. En 861, troisième incursion. L'église Saint-Germain-des-Prés fut dévastée et incendiée. Alors, Charles le Chauve releva la muraille de la cité, fit reconstruire le grand pont qui avait été brûlé, rétablit les tours et les portes des deux ponts, tant du côté de la cité qu'au-delà des deux bras de la rivière. Enfin, il fit bâtir la grosse tour du palais. Aussi, quand les Normands vinrent une quatrième fois en 885,
La ville était prête à résister. Elle avait de nombreux défenseurs, et, pour les commander, l'évêque Gozlin, le comte Eudes et Hugues, le premier des abbés. Toutes les églises voisines y avaient envoyé leurs richesses et leurs reliques. Le siège dura 1 an. Les Normands, au nombre de 30 000, se ruèrent vainement contre les murailles et la grosse tour des Parisiens. Enfin, le roi Charles le Gros arriva avec une armée. Mais, au lieu de combattre pour délivrer la ville, il acheta la retraite des pirates. Cette lâcheté le fit tomber du trône et remplacé par le fondateur d'une dynastie nouvelle, le comte Eudes, sous lequel Paris ne revit plus les hommes du Nord. Nous les avons revus, nous, après 10 siècles d'intervalle, et traînant derrière eux toute l'Europe en armes. Que d'événements entre les deux invasions de 885 et de 1814, entre le comte Eudes, défendant la grosse tour de bois du palais, et les maréchaux Marmont et Moncey, noirs de poudre, l'épée sanglante, couvrant les barrières de Belleville et de Clichy, entre la déposition de Charles le Gros et l'abdication de Napoléon. 4. Paris sous les Capétiens, jusqu'à Louis VII. École de Paris. Abélard. Anse parisienne. Le Xe siècle est l'époque la plus triste de l'histoire de Paris, comme de l'histoire de toute la France. Les famines et les pestes sont continuelles. La guerre n'a point de relâche. On se croit près de la fin du monde. Aussi, la ville ne prend aucun accroissement, et l'on n'y voit bâtir dans la cité que les petites églises de Saint-Barthélemy, de Saint-Landry, de Saint-Pierre-des-Arcis. Mais, avec les rois de la troisième race, Paris reprend un peu de vie. De capitale du duché des Capétiens, elle devient capitale du royaume et profite de sa position géographique pour centraliser autour d'elle la plus grande partie de la France. Cependant, son influence n'est pas d'abord politique. Heureuse d'être ville royale et affranchie de la turbulente vie des communes, protégée par des franchises et des coutumes qui dataient du temps des Gaulois, vivant paisible à l'ombre du sceptre de ses maîtres, elle se contente d'avoir sur les provinces l'influence des idées, du savoir, de l'intelligence. Ainsi, au XIe siècle, commence la renommée de ces écoles, foyers de lumière, où le monde venait déjà s'éclairer, centre des mouvements populaires, source intarissable de grandes pensées et de joyeux propos, d'actions généreuses et de tumultueux plaisirs. Paris s'appelle déjà la ville des lettres. Les savants les plus illustres, dit un contemporain, y professent toutes les sciences. On y accourt de toutes les parties de l'Europe. On y voit renaître le goût attique, le talent des Grecs et les études de l'Inde. L'école épiscopale, qui avait déjà jeté quelque éclat sous Charlemagne, devient la lumière de l'Église sous les maîtres Adam de Petit-Pont, Pierre Comestor, Michel de Corbeil, Pierre le Chantre et surtout Guillaume de Champéau. Mais elle est bientôt éclipsée par l'école qu'ouvre dans la cité, près de la maison du chanoine Fulbert, Abélard, le grand homme du siècle, qui, malgré les persécutions dont il fut l'objet, traîne à sa suite, dans tous les lieux où il pose sa chair, 3000 écoliers, et qui, ne trouvant pas d'édifice suffisant à les contenir, prêche en plein air. Il finit par planter le camp de ses écoles, comme il l'appelle lui-même, sur la montagne Sainte-Geneviève, et alors, cette partie de la ville commença à se peupler. Grâce à lui, dit un contemporain, la multitude des étudiants surpassa dans Paris le nombre des habitants, et l'on avait peine à y trouver des logements. Paris est aussi déjà la ville des plaisirs. Ô cité séduisante et corruptrice, dit un autre historien, que de pièges tu tends à la jeunesse, que de péchés tu lui fais commettre. Et pourtant, c'était le Paris de Louis VI, comprenant, outre la cité, 20 ou 30 ruelles fétides, fangeuses, obscures, auxquelles on venait de donner pour la première fois une enceinte. Mais que de passion et de rire dans ces maisons de bois basses, sombres, humides. Que de joyeux rendez-vous et de douces causeries à la place Baudet, sous l'Ourmetiau Saint-Gervais, au puits d'amour de la rue de la Truanderie. Que de sagesse dans l'humble manoir voisin de l'église Saint-Méry, d'où l'abbé Suger. Ce Salomon chrétien, ce père de la patrie, armé du glaive temporel et du glaive spirituel, gouvernait le royaume. Que de poésie et d'ivresse dans la chétive maison de la rue du Chantre, où Héloïse et Abélard, sous prétexte de l'étude, vaquaient sans cesse à l'amour. Les livres étaient ouverts devant nous, raconte celui-ci. Mais nous parlions plus de tendresse que de philosophie. Les baisers étaient plus nombreux que les sentences, et nos yeux
était plus exercée par l'amour que par la lecture de l'Écriture sainte. Que de douces aventures, de naïfs ébats, d'amoureuses chansons, les chansons d'Abélard, qui retentissaient dans toutes les rues, dit Héloïse, et rendirent mon nom célèbre par toute la France. Dans ces clos cultivés, ces courtilles, où les vignobles ont succédé aux marécages, ou bien dans ces bourgs qui poussent autour des abbayes, à l'ombre de leurs clochers protecteurs, dans les champeaux Saint-Honoré, le Beaubourg, le Bourg-l'Abbé, le Richebourg ou Bourg Saint-Marcel, le Bourg Saint-Germain-des-Prés, etc. Hélas, que sont devenus ces champs de verdure et ces frais ombrages? Des forêts de maisons les ont remplacés. Les existences y sont moins grossières, moins sauvages. Y sont-elles plus heureuses? Le nombre des églises ou fondations religieuses continue aussi à s'accroître. Sous Louis VI sont fondées l'abbaye Saint-Victor, Sainte-Geneviève des Ardents, Saint-Pierre-au-Bœuf, qui n'existe plus, Saint-Jacques-à-la-Boucherie, dont la tour subsiste encore, la léproserie de Saint-Lazare, devenue une prison, etc. Sous Louis VII, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Hilaire, qui n'existe plus. À cette époque, l'administration de Paris commence à prendre une forme régulière. Un prévôt, officier du roi, remplace le comte et se trouve chargé de gouverner la ville, de faire la police, de commander les gens de guerre et de rendre la justice civile et criminelle non à tous les habitants, mais à ceux seulement qui appartenaient au domaine royal, les autres ayant leur justice particulière, seigneuriale ou ecclésiastique. La cour féodale du prévôt était au Châtelet, et ce tribunal acquit bientôt une grande célébrité. Dans ce même temps, quelques actes nous révèlent le commerce et la richesse de Paris. Pour la première fois, nous entendons parler de ces nautes parisiens si célèbres au temps de la domination romaine, de cette corporation des marchands de l'eau qui avait traversé en silence les âges et les révolutions, et qui nous apparaît tout à coup riche, puissante, craintive et favorisée des rois, aussi tyrannique que les seigneuries féodales, exerçant sur la navigation de l'A. C'est l'autorité la plus despotique, la plus jalouse, la plus avide, soumettant à ses volontés les marchands de la Bourgogne et de la Normandie. Nul bateau ne pouvait entrer dans la ville si le maître de la nautée n'était un bourgeois ancé de Paris, ou s'il n'avait pris dans cette anse un compagnon avec lequel il devait partager les bénéfices. La anse parisienne, qu'on appelait aussi la marchandise, devint à cette époque la municipalité de Paris. 5. Paris, sous Philippe Auguste. Deuxième enceinte de la ville. À mesure que le royaume s'étend et s'arrondit, la capitale s'accroît et s'embellit. Sous Philippe Auguste, on construit les premiers aqueducs qui aient été faits depuis la domination romaine, ceux qui amènent sur la rive droite les eaux de Belleville et du pré Saint-Gervais. On bâtit les premières halles. On établit le premier pavé. Le roi, dit Rigord, historien de Philippe Auguste, s'approcha des fenêtres du palais où il se plaçait quelquefois pour regarder la scène. Des voitures traînées par des chevaux traversaient alors la cité, et remuant la boue, en faisaient exhaler une odeur insupportable. Philippe en fut suffoqué, et conçut dès lors un grand projet qu'aucun des rois précédents n'avait osé entreprendre. Il convoqua les bourgeois et le prévôt, et leur ordonna de paver avec de forts et durs carreaux de pierre toutes les rues et voies de la ville. Mais cette entreprise ne s'effectua qu'avec beaucoup de lenteur. On ne pava dans la cité que la rue qui joignait les deux ponts, et hors de la cité, le commencement des rues Saint-Denis et Saint-Jacques. Les autres rues, larges à peine de 8 pieds, restèrent des cloaques pleins d'immondices, parcourus à toute heure par des animaux domestiques, surtout par des cochons. Paris commence aussi à devenir une ville monumentale. On y ouvre 3 collèges et les 2 hôpitaux de la Trinité et de Sainte-Catherine. On y construit les églises des Saints-Innocents, de Saint-Thomas du Louvre, de Sainte-Madeleine, de Saint-André-des-Arts, de Saint-Côme, de Saint-Jean-en-Grève, de Saint-Honoré, aujourd'hui détruite, de Saint-Gervais, de Saint-Nicolas-des-Champs, de Saint-Étienne-du-Mont, qui existe encore, le couvent des Mathurins, l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, enfin la grande Notre-Dame, œuvre de l'évêque Maurice de Sully, et qui ne fut achevée qu'au bout de 2 siècles. Le roi agrandit le château du Louvre, commencé par ses prédécesseurs, au moyen d'un terrain acheté aux religieux de Saint-Denis de la Châtre. Il l'achète pour une rente annuelle de 30 sous, qui était encore payée en 1789, et il y fait bâtir la grosse tour, qui devint le symbole de la suzeraineté royale et la prison des vassaux rebelles. Quant aux maisons du peuple,
elles restent ce qu'elles étaient depuis des siècles, des tanières de boue et de chaume, où les familles s'entassent sans meubles, presque sans vêtements, soumises à toutes les misères, à toutes les humiliations, mais pleines de résignation et de foi. Le peuple s'inquiétait peu des bouges obscures et infectes où il couchait, pourvu qu'elle fût grande, riche, magnifique. Cette église où il passait la moitié de ses jours, où tous les actes de sa vie étaient consacrés, où il trouvait l'égalité bannie des autres lieux, où il repaissait son cœur et ses yeux du plus grand des spectacles. La cathédrale avec sa flèche pyramidale, sa forêt de colonnes, ses balustres ciselés, sa foule de statues, sa musique majestueuse, ses pompeuses cérémonies, ses cierges, ses tentures, ses prêtres, c'était là sa gloire et sa jouissance de tous les jours. C'était sa propriété, son œuvre, sa demeure aussi, car c'était la maison de Dieu. À cette époque, le parloir aux bourgeois, qui, dans les siècles précédents, était situé près de la porte Saint-Jacques, fut transféré près du Grand Châtelet, sur le quai de la Mégisserie. Les écoles de Paris furent réunies en université, et celle-ci prit le titre de fille aînée des rois. Les 21 000 écoliers qui la composaient obtinrent de si grandes franchises qu'ils formèrent un monde à part dans la ville, exempt de toute juridiction municipale, libre jusqu'à la licence, insolent, tumultueux, réceptacle de toutes les subtilités et de toutes les débauches. Des querelles incessantes, des rixes interminables éclatèrent entre les clercs et les bourgeois. La royauté, embarrassée devant l'autorité ecclésiastique, intéressée d'ailleurs à garder cette jeunesse venue de toutes les provinces, se prononça toujours en faveur des premiers et força souvent les prévôts de Paris à des réparations humiliantes envers l'université. Enfin, une ordonnance de Philippe Auguste, confirmée par tous les rois jusqu'au XVIe siècle, interdit aux officiers royaux de mettre la main sur un clerc, hors le cas de flagrant délit, et dans ce cas, leur prescrivit de livrer immédiatement le délinquant au juge ecclésiastique. Aussi, les bourgeois trouvèrent plus court et plus sûr de se faire justice eux-mêmes, et, si l'on en croit un contemporain, dans la lutte qu'ils eurent avec les écoliers, en l'année 1223, ils en tuèrent 320 et les jetèrent à la rivière. Paris prit tant d'accroissement sous Philippe Auguste qu'il fallut lui construire une nouvelle enceinte, laquelle fut fortifiée. Cette enceinte formait sur la rive droite un demi-cercle qui commençait par la tour qui fait le coin, près du pont des Arts, et finissait par la tour Babel, près du port Saint-Paul, en ayant pour points principaux porte Saint-Honoré, rue Saint-Honoré, près de l'Oratoire, porte Coquillière, au coin des rues Coquillière et Grenelle, porte Montmartre, rue Montmartre, au-dessus de la rue du Jour, porte Saint-Denis, rue Saint-Denis, près de l'impasse des Peintres, porte Saint-Martin, rue Saint-Martin, près de la rue Grenier-Saint-Lazare, porte de Braque, rue de Braque, près de la rue du Chaume, porte Barbette, vieille rue du Temple, au coin de la rue des Francs-Bourgeois, porte Baudet, rue Saint-Antoine, près de la rue Culture-Sainte-Catherine. L'enceinte formait aussi sur la rive gauche un demi-cercle, dont la direction est facile à suivre, puisque la clôture s'est conservée jusqu'au XVIIe siècle et que les rues qui ont été construites sur ces fossés en portent encore le nom, ce sont les rues des Fossés Saint-Bernard, Fossé Saint-Victor, Fossé Saint-Jacques, Fossé Monsieur le Prince, Fossé Saint-Germain-des-Prés, Fossé de Nesle ou Mazarine. Ce demi-cercle commençait par la tour de Nesle, près de l'Institut, et finissait par la Tournelle, quai de la Tournelle, près de la rue des Fossés Saint-Bernard, en ayant pour points principaux porte Bussy, rue Saint-André-des-Arts, près de la rue Contrescarpe, porte des Cordeliers, rue de l'École de médecine, près de la rue du Paon, porte Gibard ou d'Enfer, place Saint-Michel, porte Saint-Jacques, rue Saint-Jacques, au coin de la rue Saint-Hyacinthe, porte Bordet, rue Descartes, près de la rue de Fourcy, porte Saint-Victor, rue Saint-Victor et des Fossés Saint-Victor. L'enceinte entière avait donc 14 portes, outre plusieurs poternes. La muraille, qui avait 8 pieds d'épaisseur, était garnie de tours rondes et espacée de 20 toises en 20 toises, outre celles qui défendaient les portes. Toute cette construction fut faite de 1190 à 1220. 6. Paris sous Louis IX. Règlement des métiers. Gay. Sous Louis IX, Paris se complaît dans ses nouvelles murailles et ne cherche pas à les franchir. Mais il continue à se couvrir de fondations pieuses et charitables,
œuvre des modestes maçons du Moyen Âge, que nous avons presque toutes transformées en poussière. Ainsi, le couvent des Augustins, qui servit pendant des siècles aux assemblées du clergé et du Parlement, est devenu le marché à la volaille. Le couvent de l'Ave Maria, une caserne. Le couvent des Cordeliers, une partie de l'école de médecine. Le collège Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers, un marché. Le couvent des Filles-Dieu, un passage. Le collège de Cluny, une rue. Le couvent des Jacobins, une caserne. Le couvent des Chartreux, l'avenue du Luxembourg. Le couvent des Prémontrés, un café. Le couvent de Sainte-Croix de la Bretonnerie, un passage. L'hospice des 15-20, des rues aujourd'hui détruites, etc. Heureusement, de toutes ces créations si regrettables, il en reste une que la main des démolisseurs n'a pas atteinte et qu'on vient de splendidement restaurer, c'est la Sainte-Chapelle. Sous ce règne, la royauté commence à appuyer son sceptre sur la robuste main du peuple de Paris. Le roi et sa mère étaient en guerre avec les barons qui leur fermaient le chemin de la capitale. Ils appelèrent à leur défense les habitants de la ville avec laquelle, dit Pasquier, les rois de France ont perpétuellement uni leur fortune. Les Parisiens sortirent en armes, en si grande quantité, dit Joinville, que, depuis Montlhéry jusqu'à Paris, le chemin était plein et serré de gendarmes et autres gens. Ils délivrèrent le monarque et le ramenèrent en triomphe dans leurs murs. Cet amour des Parisiens pour le pieux roi se manifesta dans plusieurs autres circonstances. Ainsi, lorsqu'il partit pour sa première croisade, toute la ville l'accompagna jusqu'à Saint-Marcel en le comblant de bénédictions. De même, lorsqu'on apprit sa captivité en Égypte, les petits, les serfs, les pastoureaux songèrent à le délivrer. Et il se fit dans Paris, à la voix d'un aventurier, dit le maître de Hongrie, des rassemblements menaçants pour les prêtres et les seigneurs. Enfin, lorsque Saint Louis, accompagné de ses frères et des gens de sa cour, nu-pieds, nu-tête, vêtus d'une simple tunique, s'en alla à plusieurs lieues de la ville, chercher la sainte couronne d'épines, et la porta par le faubourg Saint-Antoine à la Sainte-Chapelle. Jamais roi n'eut un triomphe plus populaire. En récompense, Louis IX s'occupa du bien-être de sa maîtresse ville, avec la plus ardente sollicitude. Il fonda, outre les nombreux couvents dont nous avons parlé, la Sorbonne, qui devint l'école de théologie la plus fameuse de la chrétienté. Il enrichit l'université de nouveaux privilèges. Il ordonna que sa cour ou son parlement se réunit désormais en lieu fixe à Paris. Il y fit entrer, à côté des barons, des conseillers, tirés la plupart de la bourgeoisie, lui donna la direction supérieure de la police de la ville, et dota ainsi cette capitale de l'institution la plus importante, la plus féconde de l'État, qui fut pour elle une source de richesse et de puissance. Il accorda la liberté à tous les serfs de Paris qui étaient de son domaine, et cet exemple fut suivi par l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, le plus riche des seigneurs ecclésiastiques, qui, en exemptant de la servitude les serfs de son bourg, se réserva seulement les droits utiles, c'est-à-dire ceux de justice et de seigneurie, les rentes et les redevances, les droits perçus au four banal, au pressoir, aux vendanges. La prévôté de Paris, pendant la régence de Blanche de Castille, était devenue vénale et avait été acquise par des enchérisseurs cupides et ignorants. Aussi, le menu peuple, dit un contemporain, désolé par les tyrannies et les rapines, s'en alloit en d'autres seigneuries. La terre du roi étoit si déserte que lorsqu'il tenoit ses plaides, il n'y venoit personne. En outre, la ville et ses environs étoient pleins de malfaiteurs. Louis fit des ordonnances contre les vagabonds, les truands, les joueurs, les habitués des tavernes, les folles femmes qui font mestier de leur corps, et auxquels il assigna des séjours et des costumes particuliers. Il assura les subsistances de la ville en soumettant les boulangers à une surveillance rigoureuse et en donnant la grande maîtrise de ce métier à son panetier. Enfin, il confia la prévôté de Paris à Étienne Boileau, bourgeois illustre par son savoir et sa probité, qui fut le principal conseiller du Saint-Roi dans toutes ses œuvres législatives. Et, pour rehausser cet office, il alla lui-même quelquefois au Châtelet siéger à côté de son prévôt. Alors, la prévôté devint la magistrature d'épée la plus utile et la plus redoutable, surtout lorsqu'on lui eut adjoint plus tard 8 conseillers, chargés d'assister le prévôt, des enquêteurs qui devaient instruire les affaires et faire la police dans les quartiers. Enfin, 2 compagnies de sergents, l'une à pied, l'autre à cheval, chargées de l'exécution des arrêts. Saint Louis avait en grande estime les bourgeois de Paris.
Il les appela à son conseil, il leur fit signer ses ordonnances, il recueillit en un corps de loi les us et coutumes de métier et leur donna des règlements qui ont été pratiqués jusqu'à l'époque de Colbert. Il régularisa leur corporation et confrérie, dont l'origine remontait au temps des Romains, et transforma définitivement la marchandise ou anse parisienne en une municipalité dont le chef prit le titre de prévôt des marchands. À tous ces bienfaits, il ajouta le droit pour les habitants de Paris de se garder eux-mêmes. Jusque-là, la police de la ville avait été faite par 60 sergents, dont 20 à cheval, que commandait un chevalier. On appelait cette garde le guet du roi, et elle était occupée uniquement à faire des rondes. On lui adjoignit le guet des mestiers, ou guet bourgeois, origine de la garde nationale, qu'on appelait encore guet assis, parce qu'il était sédentaire dans les postes ou corps de garde, où il se tenait seulement pendant la nuit. Il y avait ordinairement 5 de ces postes dans l'intérieur, outre ceux des portes. Ces postes étaient au Palais, au Châtelet, sur la place de Grève, au cimetière des Innocents, près de l'église de Sainte-Madeleine, dans la cité. Chacun d'eux était de 6 hommes, ce qui fait supposer que la force de la milice bourgeoise n'était, dans l'origine, que de 2000 hommes, les exemptions étant très nombreuses. Cette milice était divisée en dizaines, quarantaines et cinquantaines d'hommes, qui avaient pour chef des officiers appelés dizainiers, quaranteniers et cinquanteniers. Elle était sous les ordres du prévôt des marchands. Mais le chevalier du guet, qui avait le commandement de tous les postes bourgeois, relevait du prévôt de Paris. 7. Paris sous les successeurs de Louis IX jusqu'à Philippe VI. Richesse et population de la ville à cette époque. Sous les successeurs de Louis IX, le progrès continue et se manifeste principalement par des fondations de collèges. On en compte 4 sous Philippe III, 6 sous Philippe IV, 5 sous les fils de Philippe IV, 14 sous Philippe VI. En outre, l'on voit fonder l'abbaye des Cordelières Saint-Marcel, devenue l'hôpital de l'Oursine, l'hôpital Saint-Jacques, le couvent de Saint-Navoy, les églises du Saint-Sépulcre et de Saint-Julien-des-Ménétriers, etc. Mais avec ces écoles qui couvrent la moitié de son enceinte, avec son parlement qui enfante la confrérie turbulente ou le royaume des clercs de la Basoche, avec sa bourgeoisie qui assiste aux états généraux, Paris commence à prendre de la superbe et à s'inquiéter du gouvernement. Ainsi, en 1306, lassé des tyrannies financières de Philippe le Bel, il fait sa première émeute. Le roi, chassé du palais, poussé de rue en rue avec ses archers, se réfugie dans le forteresse du Temple, situé hors de la ville. Il y est assiégé, en sort victorieux et fait pendre 28 bourgeois aux 4 principales portes: Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Honoré, Saint-Jacques. 5 siècles après, un autre Capétien, chassé aussi de son palais par la fureur populaire, entrait dans la sombre tour du Temple, mais s'était emprisonné. Et il n'en sortit que pour être mené à l'échafaud par les petits-fils de ces bourgeois que Philippe IV avait attachés à la potence. Philippe, averti de ménager l'orgueil et l'argent des Parisiens, remplit ses coffres par d'autres voies qui ne lui valurent que des applaudissements populaires. Ainsi, quelques jours après l'émeute, les Juifs furent saisis dans leurs maisons, chassés de la ville et dépouillés de leurs biens. L'année suivante, le roi fit arrêter les Templiers et alla lui-même s'emparer de leurs manoirs et de leurs trésors. L'université et les bourgeois ayant été assemblés dans le palais approuvèrent sa conduite, et lorsque les chevaliers du Temple furent envoyés au bûcher, il y eut à peine quelques murmures. Cependant, la puissance de la ville et son influence politique grandissaient sans cesse. Ainsi, ce fut à sa haine que l'on sacrifia le ministre Enguerrand de Marigny, qui fut conduit à Montfaucon au milieu des cris de joie de tout le peuple. Ce fut elle qui 2 fois fit décider, dans une grande assemblée aux Halles, où assistaient les barons et les clercs, qu'à la couronne de France, les femmes ne succèdent pas. Ce fut encore elle qui fit résoudre, dans les États généraux de 1335, que le roi ne peut lever taille en France, sinon de l'octroi des gens des Estats. En même temps, le bien-être et le luxe de Paris prenaient un égal accroissement. On en peut juger par les fêtes que la ville donna à Philippe le Bel lorsque ses fils furent armés chevaliers. Outre les banquets qui se firent dans les hôtels des princes, il y eut dans les rues des spectacles et des jeux de tout genre. Là vit-on, dit un contemporain, des hommes sauvages menés grands rigolas, des ribots en blanches chemises agaciés par leur beauté, liesse et gaieté, les animaux marchaient en procession,
des enfants joustés en un tournoi, des dames carriolaient de biotours, des fontaines de vin coulaient, le grand guet faire la garde en habits uniformes, toute la ville ballait, dansait et se déguisait. Dans les carrefours, il y avait des tréteaux ornés de courtines où l'on vit Dieu manger des pommes, rire avec sa mère, dire des patenôtres avec ses apôtres, susciter et juger les morts. Les bienheureux chanter en paradis, les damnés pleurer dans un enfer noir et infect, etc. Enfin, il se fit, dans l'île Notre-Dame, Saint-Louis, laquelle avait été jointe à la cité par un pont de bateau, une montre du Grand Guet, où toute la population virile de Paris apparut en beaux habits et en armes. Cette revue excita tant d'admiration qu'il fallut la répéter quelques jours après pour le roi d'Angleterre dans le Pré aux Clercs. Voici ce qu'en dit la chronique de Jean de Saint-Victor. Esbailly, si grandement furent en gloire, plus con que Metz. Car il ne cuidasse jamais que tant de gens riches et nobiles, pauvistes, saillirent d'une ville. À cheval, bien furent 20 000, et à pied furent 30 000. Tant ou plus ainsi, les trouvèrent Sils, qui de là les estimèrent. 50 000 hommes de grand guet sont évidemment une exagération poétique du chroniqueur, mais il n'en est pas moins certain que la population de Paris, à cette époque, avait pris un grand accroissement. Il est pourtant presque impossible de l'évaluer avec quelque certitude, les documents étant tout à fait insuffisants ou contradictoires. Ainsi, le rôle de la taille levée en 1292 donne 15, 200 contribuables, et une somme de 12, 218 L. 14 sous. L'aide, levée en 1313, donne 5, 955 contribuables, et une somme de 13, 0,2 1 L, 19 sous. Enfin, dans le rôle du subside levé pour l'Ost de Flandre, en 1328, les villes de Paris et de Saint-Marcel figurent pour 35 paroisses et 61, 0,9 un feu. Paris avait alors en superficie à peu près le 10e de sa superficie actuelle. Il est probable que sa population était aussi le 10e de la population d'aujourd'hui et qu'elle s'élevait à près de 100, 000 habitants. 8. Paris sous Jean et Charles V. Troisième enceinte de Paris. Étienne Marcel. Après la sédition de 1306, Paris resta pendant quelque temps soumis et paisible. Mais quand il vit la dynastie des Valois exposer le salut du royaume dans les honteuses journées de Crécy et de Poitiers, il se sentit appelé à suppléer le gouvernement, à se charger des fonctions de la royauté et de la noblesse, à prendre en main les destinées de la France. Son génie révolutionnaire allait pour la première fois se manifester. La ville commença par se transformer en une vaste forteresse, aussi apte à se défendre contre les mauvais desseins des ennemis de la bourgeoisie que contre les attaques des étrangers. Pour cela, on scella, à l'entrée de chaque rue, une grosse chaîne de fer qui, tous les soirs et au moindre signal de danger, était tendue et bouclait chacun des 300 défilés étroits, profonds, dont se composait la ville, lesquels se croisaient, se tordaient, s'entortillaient les uns dans les autres, et étaient hérissés de tourelles, de portes et d'autres défenses. À l'approche de l'ennemi, on renforçait cette chaîne avec des poutres, des pierres, des tonneaux, et la barricade devenait imprenable, surtout pour les barons, avec leurs grands chevaux et leurs lourdes armures. De plus, on reconstruisit la muraille extérieure en l'appuyant de fortes tours. On l'enveloppa de larges fossés. On la garnit de 750 guérites et même de canons. Enfin, l'enceinte septentrionale fut agrandie, 1356. Elle partit alors de la tour de Billy, près de l'Arsenal, et alla jusqu'à la tour du Bois, près du Louvre, entre les ponts des Tuileries et du Carrousel, en passant non loin de la ligne actuelle des boulevards, depuis la Bastille jusqu'à la porte Saint-Denis, et de là en suivant l'emplacement des rues Bourbon-Villeneuve, Neuve-Saint-Eustache, Fossé-Montmartre, de la place des Victoires, de l'hôtel de la Banque, du jardin du Palais Royal, des anciennes rues du Rempart, Saint-Nicaise, etc. Tout cela fut fait en 4 ans, coûta 182, 500 livres tournois, ou 742, 000 francs de notre monnaie, et fut l'œuvre du prévôt des marchands, Étienne Marcel, homme aussi énergique qu'éclairé dont on a fait tantôt un défenseur des libertés populaires, tantôt un traître ou un factieux. Ce fut grand fait, dit Froissart, que, environnée de toute défense, une telle cité comme Paris, et vous dit que ce fuste le plus grand bien qu'ont que prévôt des marchands fistes.
Grâce à l'attitude énergique de Paris, les États généraux, que dirigeaient Marcel et ses amis, firent la loi au gouvernement et imposèrent au dauphin Charles, régent du royaume pendant la captivité du roi Jean, des conditions qui avaient pour but immédiat le renvoi de ministres impopulaires, mais qui, dans l'avenir, auraient changé la face de l'État. Toutes leurs résolutions étaient appuyées de la présence des bourgeois, qui, au signal du prévôt, suspendaient les métiers, fermaient les boutiques et prenaient les armes. On vit alors les princes s'abaisser devant le peuple et mendier sa faveur par des discours à la multitude assemblée. Le régent allait haranguer à la place de Grève, sur les degrés de la grande croix élevée au bord de l'eau, ou bien sous les piliers des Halles, ou bien au Pré-aux-Clercs. Le roi de Navarre, Charles le Mauvais, lui répondait, et le populaire, qui s'amusait de ses joutes d'éloquence, huait ou applaudissait les comédiens qui devaient lui faire payer le spectacle. Paris était devenu une sorte de république, dont la municipalité gouvernait les États et la France. Le parloir aux bourgeois avait été transféré dans une maison de la place de Grève, dite Maison aux Piliers, dont la grande salle, ornée de belles peintures, fut, pendant 2 siècles, le théâtre d'événements de tout genre. Les Amis de la Liberté s'étaient donné pour insigne un chaperon mi-parti bleu et rouge, couleur de la ville, qui restèrent dans l'obscurité jusqu'en 1789, avec une agrafe d'argent et la devise « À bonne fin ». Le prévôt, lassé de l'opposition du dauphin et de ses courtisans, fit armer les compagnies bourgeoises, les rassembla sur la place Saint-Éloi, les conduisit au palais, entra dans la chambre du prince et le somma une dernière fois de mettre fin aux troubles et de donner défense au royaume. Sur son refus, 2 de ses ministres favoris, les maréchaux de Champagne et de Normandie, furent massacrés et leurs corps jetés dans la cour, aux applaudissements de la foule. Le dauphin tomba aux genoux de Marcel, lui demandant la vie. Le terrible tribun lui donna son chaperon pour sauvegarde, le traîna à la fenêtre et lui montrant les cadavres, « De par le peuple, dit-il, je vous requiers de ratifier la mort de ces traîtres, car c'est par la volonté du peuple que tout ceci s'est fait. » Alors, Marcel fut le maître de Paris et sembla l'être aussi de toute la France. Il s'empara du Louvre et prit à sa solde des compagnies de Navarrais, Brabançon et autres étrangers. Mais le mouvement de Paris ne s'était pas communiqué aux autres villes jalouses de la domination de la capitale. Les États commencèrent à résister au prévôt. Les bourgeois s'inquiétèrent de ses projets. Le dauphin s'enfuit, rassembla une armée, ravagea les environs de Paris et offrit une amnistie à la condition que Marcel lui serait livré pour en faire sa volonté. Alors, la discorde se mit dans la ville, et une partie des habitants travailla ouvertement à la restauration du pouvoir royal. Le prévôt, abandonné de tous, résolut de se jeter aux bras du roi de Navarre. Mais les bourgeois royalistes furent avertis de ce projet, et au moment où il allait livrer aux soldats navarrais la porte Saint-Antoine, ils tombèrent sur lui et le tuèrent avec 60 de ses compagnons. 3 jours après, le dauphin entra dans la ville, et alors les exécutions commencèrent. La plupart des magistrats, des amis de Marcel, périrent sur l'échafaud. D'autres furent proscrits ou s'exilèrent. Tous, même les plus obscurs, eurent à souffrir dans leur personne ou dans leurs biens. Quelque temps après, le dauphin, devenu roi sous le nom de Charles V, fit élever un édifice triomphal à la place même où Marcel avait été tué. Ce fut la Bastille Saint-Antoine, premier monument de défiance de la couronne envers la capitale, prison d'État qui est restée pendant des siècles le symbole du despotisme et qui fut détruite le jour même où les couleurs de Paris, les couleurs d'Étienne Marcel, redevinrent victorieuses de la royauté. Mais pour tenir en bride les Parisiens, cette forteresse ne suffisait pas. On en trouva une deuxième à l'autre extrémité de la ville, dans le Louvre, qui fut agrandie, garnie de nouvelles tours et compris dans Paris. Avec ces 2 solides retraits ou ces 2 forts détachés qui dominaient l'entrée et la sortie de la Seine, la couronne pouvait être tranquille. Aussi, elle mit dans le Louvre son trésor, ses archives, sa librairie, grosse alors de 900 volumes. Et près de la Bastille, elle se bâtit une habitation selon ses goûts. Le séjour royal avait été profané et ensanglanté par l'invasion de la multitude. Charles V ne voulut plus habiter le palais, qui se trouvait étouffé par la foule des maisons populaires, et où la royauté se trouvait comme emprisonnée par tous ces pignons bourgeois qui regardaient dans sa demeure. Il se fit, hors des quartiers populeux, dans le Nouveau Paris, près de la campagne,
un séjour aussi vaste que sûr et pittoresque. Ce fut l'hôtel Saint-Paul. Assemblage sans ordre, mais non sans agrément, de maisons, de cours, de jardins, qui occupaient l'espace compris entre les rues Saint-Antoine, Saint-Paul, le quai des Célestins et le fossé de la Bastille. De ce beau séjour, qu'on appelait l'hostel solennel des grands esbattements, Charles remit dans Paris l'ordre et une bonne police. Il fit construire des égouts, des quais, le petit Châtelet, employa à ses travaux les vagabonds et les mendiants, fit des ordonnances rigoureuses contre les lieux de débauche, d'où sortaient la plupart des malfaiteurs, enfin, réprima la licence des écoliers. Tout cela fut principalement exécuté par la vigilance de Hugues Aubriot, prévôt de Paris, homme intelligent et énergique, mais trop adonné au plaisir, qui, après la mort de Charles V, paya chèrement sa sévérité à l'endroit des clercs de l'université et son indulgence pour les belles juives. Accusé d'hérésie, il fut condamné à être enfermé toute sa vie dans la prison de l'évêché, avec pain de douleur et eau d'angoisse. Sous le règne de Charles V, furent fondés 4 collèges et l'hôpital du Saint-Esprit. 9. Paris sous Charles VI. Abolition des privilèges parisiens. Meurtre de la rue Barbette. Les bouchers de Paris. Cependant, Paris avait pris goût aux nouveautés et séditions. Il avait mis la main au gouvernement. Il connaissait le chemin des demeures royales. Il n'oublia rien de tout cela, et pendant un demi-siècle, on le vit se ruer dans les troubles civils, pour essayer de tirer le royaume des calamités où le plongeaient ses maîtres. Tâche ingrate, pleine d'erreurs et de crimes, où la ville ne trouva que de nouveaux malheurs. Que ne restait-elle patiente, obscure, résignée comme jadis, heureuse de sa vie paisible, de ses belles églises, de ses fêtes naïves, bercée au son de ses 1000 cloches, mirant ses maisons pittoresques dans son fleuve nourricier. Mais le démon des révolutions l'emporta, et dans quelle série de calamités ne l'entraîna-t-il pas depuis le jour où, saisissant les maillets de plomb déposés à l'hôtel de ville, elle s'en servit pour tuer les collecteurs des impôts, jusqu'au jour où elle se livra elle-même aux troupes de Charles VII, en secouant le joug des Anglais. Que de souffrances entre ces 2 journées. Au 1er mars 1382, Paris était plein d'orgueil et de richesse, avec une population pressée, grouillante, tumultueuse. Il y avoit alors, dit Froissart, de riches et puissants hommes, armés de pied en cap, la somme de 30 000, aussi bien appareillés de toutes pièces comme nul chevalier pourroit être, et disoient quand ils se nombroient, qu'ils étoient bien gens à combattre d'eux-mêmes et sans aide les plus grands seigneurs du monde. Au 13 avril 1436, Paris était ravagé par la famine et la peste, ruiné par la guerre, abandonné de ses notables habitants. Sa population était réduite de moitié. Les loups couraient par ces rues désertes. Il y avait tant de maisons délaissées qu'on les détruisait pour en brûler le bois. On parlait de transporter ses droits de capital à une ville de la Loire. Les événements se pressent entre ces 2 dates. Énonçons ceux qui peignent le mieux le caractère des Parisiens du XIVe siècle, leur ardeur de réforme, leur humeur facile au changement et impatiente de tyrannie. Après la révolte des Maillotins, la cour de Charles VI, qui se trouvait hors de Paris, capitula pour y rentrer. Mais à peine revenue, elle se vengea par des exécutions secrètes, et chaque nuit, la scène emportait de nombreuses victimes. Puis, elle s'en alla attaquer les Flamands, qui étaient les alliés des Parisiens dans la guerre entreprise, pour déconfire toute noblesse et gentillesse. Elle les vainquit à Rosbec et revint sur Paris pleine d'arrogance et de colère. Les métiers et les halles, conseillés par les derniers amis de Marcel, voulaient que la ville fît résistance. La haute bourgeoisie aima mieux se confier au jeune roi. Celui-ci, 11 janvier 1383, entra la lance à la main, comme dans une ville conquise, fit abattre les portes, enlever les chaînes, désarmer les habitants, arrêter les plus notables, camper son armée de nobles dans leurs maisons. Plus de 200 bourgeois furent décapités, 300 bannis et dépouillés, tous les autres rançonnés à la moitié et plus de leurs biens. On abolit la prévôté et les chevinages, les maîtrises, confréries et milices, les privilèges et juridictions de la marchandise. Les 2 plus illustres victimes furent Jean Desmarais, avocat général, et Nicolas Flamand, marchand drapier, courageux citoyen pour lesquels, non plus que pour Étienne Marcel, l'édilité parisienne n'a pas eu un souvenir. Il fallut, pour arrêter les supplices, que la ville se rachetât à force d'argent
et vint crier grâce au roi dans cette cour du palais, encore teinte du sang des favoris du régent. Le connétable de Clisson, en mémoire de ce pardon, et avec les dépouilles des Parisiens, se fit bâtir dans le chantier des Templiers, rue du Chaume, un hôtel qu'il appela de la Miséricorde, et qui devint célèbre au XVIe siècle, comme séjour des ducs de Guise. C'est en allant de l'hôtel Saint-Paul à son hôtel de la Miséricorde qu'il fut assassiné dans la rue Culture Sainte-Catherine par le sire de Craon. Charles VI devint fou. Ses parents se disputèrent le pouvoir. Alors commencèrent les guerres civiles entre les Bourguignons et les Armagnacs, c'est-à-dire entre le Parti populaire et le Parti de la noblesse, entre Paris et les provinces. Les hôtels des princes y prirent une grande célébrité. Depuis que Charles V en avait donné l'exemple, le goût des bâtiments s'était répandu parmi les seigneurs, et de beaux hôtels avaient été achetés ou construits par eux dans divers quartiers de la ville. Le duc d'Orléans habitait l'hôtel de Bohême, le duc de Bourgogne l'hôtel d'Artois, le duc de Berry l'hôtel de Nesle, la reine Isabelle l'hôtel Barbette, etc. L'hôtel de Bohême, qui tirait son nom de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, lequel l'avait reçu en don de Philippe VI, occupait tout l'espace compris entre les rues de Grenelle, Coquillière, d'Orléans et des Deux Écus. C'était une magnifique résidence que le duc d'Orléans, ami des arts, avait embellie, agrandie, enrichie de meubles précieux, de sculptures sur pierre et sur bois, de jardins et d'eau jaillissante. Cet hôtel devint au XVIe siècle le séjour de Catherine de Médicis, et nous aurons à en reparler. L'hôtel d'Artois, qui tirait son nom de Robert d'Artois, frère de Saint-Louis, occupait l'espace compris entre les rues pavées du Petit-Lion, Saint-Denis, Mauconseil et Montorgueil. C'était une sorte de forteresse, fermée par une muraille crénelée et garnie de tours, dont une existe encore. Son voisinage des Halles et le rôle que jouait le duc de Bourgogne comme chef du Parti populaire rendaient cet édifice très important. Nous verrons plus tard quelles étranges transformations il a subies. L'hôtel de Nesle occupait, sur le bord de la Seine, l'espace compris entre la rue de Nevers, le quai Conti et la rue Mazarine. Il touchait à la muraille de la ville, aux portes de Bussy et de Nesle et à la tour du même nom. Il contenait de grandes richesses, des tableaux d'Italie, des reliques, des ouvrages précieux d'orfèvrerie et surtout une magnifique librairie. L'hôtel Barbette occupait l'espace compris entre les rues Vieilles du Temple, de la Perle, des Trois Pavillons et des Francs-Bourgeois. Il en reste encore une tourelle au coin de cette dernière rue. C'est de cet hôtel que sortait le duc d'Orléans lorsqu'il fut assassiné dans la rue Vieille du Temple, 1407, par des gens cachés dans la maison de l'image Notre-Dame, maison qui subsistait encore en 1790 et dont l'emplacement est aujourd'hui occupé par la rue qui longe le marché des Blancs-Manteaux. Les assassins allèrent se réfugier à l'hôtel d'Artois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.